Alors, on commence avec l'exercice 47. Dans cet exercice, on avait ici trois points ABC qui étaient donnés avec leurs affixes. Donc, leurs affixes, ça veut dire leurs coordonnées complexes, hein. Les nombres complexes qui indiquent leurs coordonnées. Donc, le point A a pour affixe 1 moins 3i. Le point B a pour affixe moins 2 plus 2i. Et le point C a pour affixe 2 plus i. Donc on a bien des nombres complexes, des coordonnées complexes des points. Première question, déterminer l'affixe du point I, milieu du segment AB, l'affixe J du milieu et du segment BC. Et puis à question 2, on voit que ce sont des affixes de vecteurs. Donc voyez bien, c'est que ça fait référence dans notre partie cours à cette propriété où on avait donné deux formules, la formule qui permet d'avoir l'affixe du milieu et la formule qui permet de donner l'affixe d'un vecteur. Entendu, je range les comptes. Donc, ici, en fait, regarde là, tu as une propriété qui te donne deux formules, hein. On te dit le point I milieu du segment AB a pour affixe ZI, et comment il se calcule cet affixe du milieu en faisant la moyenne des deux affixes des extrémités du segment, ZA plus ZB sur 2. Donc, pour le ici, on te dit que I, c'est le milieu du segment AB. Et donc, on peut écrire que ZI, d'après la formule, c'est ZA plus ZB sur 2. Pas plus dur que ça. Ensuite, on remplace. ZA, c'est l'affixe du point A, donc c'est 1 moins 3i. 1 moins 3i. Plus ZB, ZB, c'est moins 2 plus 2i. Et on divise le tout par 2. Donc évidemment, on ne le laisse pas sous cette forme, on sait qu'il va falloir qu'on l'ait sous forme algébrique, et donc il faut réduire, on enlève les petites parenthèses, hein, donc ça fait 1 moins 2i moins 2 plus 2i, ça ne change pas grand-chose, et maintenant on peut réduire, donc 1 moins 2, c'est égal à moins 1, moins 2i plus 2i, c'est égal à 0, et donc ici ça fait moins 1 demi. Zi, son affixe, c'est moins 1 demi. Alors c'est un nombre réel, ça veut dire qu'il se trouve sur l'axe réel, hein, le point I, mais c'est son affixe, l'affixe de point I. Et donc, il n'y a pas besoin de calculer une abscisse et une ordonnée, une affixe est suffisante pour donner l'abscisse et l'ordonnée. C'est-à-dire que le point I, si on devait donner ses coordonnées, le point I, on dirait que ses coordonnées cartésiennes, ce serait moins 1 demi, 0. Ou alors j'écris que moins I, son affixe, c'est moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi plus 0i. Vous voyez que ça raconte un peu la même chose, les deux. Sauf que là, c'est un couple de coordonnées réelles, alors que là, c'est une seule coordonnée complexe. Bon. Maintenant, le point J. Alors, le J, c'est milieu de BC. Pareil, on vous dit que J, c'est le milieu du segment BC. Et donc, ZJ, l'affixe de J, c'est l'affixe de B, ZB, plus l'affixe de C, ZC, divisé par 2. C'est la moyenne des affixes des extrémités. Donc, ZB, c'est égal à moins 2 plus 2i. Et ZC, on le remplace par 2 plus i. Le tout divisé par 2. Donc ensuite, on enlève les parenthèses pour pouvoir réduire. Alors, moins 2 plus 2, ça s'élimine, c'est-à-dire que la partie réelle est égale à 0. Il reste 2i plus i, c'est-à-dire 3i sur 2, autrement dit 3 demi de i. Voilà l'affixe du vecteur, l'affixe du point J, c'est 3 demi de i. Donc ça veut dire 0 plus 3 demi de i. Ou 1,5 si vous voulez. C'est possible aussi d'écrire 1,5. Est-ce que ça va, Johan? Est-ce que c'est juste, tu vois, finalement, quand on a les affixes de deux points, on peut facilement trouver l'affixe
la coordonnée complexe du milieu. C'est juste une petite formule à appliquer. Oui, oui, là, c'est pour le coup, là, c'est juste une formule pour avoir la fixe du milieu. Ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'on utilise des mots affixes, des mots qui sont des mots nouveaux. Ben, affixe, c'est coordonnées complexes. Donc, il faut arriver à s'habituer à un peu ces nouveaux mots. Pour ce qui est maintenant de l'affixe du vecteur AB, on sait aussi que les vecteurs, pour chaque vecteur, il y a une affixe, puisque pour chaque vecteur, il y a des coordonnées réelles, ben, il y a aussi une coordonnée complexe. Et on a aussi une formule. Regardez. Elle est là, la formule. Le vecteur AB a pour affixe, on l'écrit Z indice AB, et comment ça se calcule? C'est ZB moins ZA. On fait la différence entre l'affixe de B et l'affixe de A. Donc, pas de problème, Gabriel. On vient de commencer à corriger le premier exercice. Donc, vas-y, voilà l'écran. Donc, vérifie si tu as trouvé ça pour le début du 47. Donc, on a calculé l'affixe de I milieu de AB avec la petite formule ZI égale ZA plus ZB sur 2. On fait la moyenne des affixes. Et on a trouvé que c'était moins 1,5. Il y avait donc qui correspond au point de coordonnée moins 1,5, 0 ou moins 1,5 plus 0i. D'accord? Et ensuite, on a fait la même chose pour le point J. Le point J, c'est le milieu de BC. Et donc, l'affixe de J, ZJ, c'est ZA plus ZB sur 2. Et on a trouvé 3,5 de I en réduisant. Bien. Donc, question 2, c'était donc l'affixe on demandait l'affixe du vecteur AB. Alors, le vecteur AB, son affixe, on le note Z indice AB, comme ceci. Ok, Arthur, je sais pas si tu entends, je vais te l'écrire. Donc, Z indice AB, donc l'affixe du vecteur AB, la formule c'est ZB moins ZA. Donc c'est l'affixe de B moins l'affixe de A. L'affixe de B c'était moins 2 plus 2i. L'affixe de A c'était 1 moins 3i. Et donc il suffit de calculer ça et de mettre sous forme algébrique. On enlève les petites parenthèses, ici ça change rien pour le premier terme. Par contre ici on prend l'opposé de chacun des termes, donc l'opposé de 1 moins 1, l'opposé de moins 3i plus 3i. On réduit, moins 2 moins 1 moins 3, 2i plus 3i, 5i. Et ça c'est l'affixe du vecteur AB. C'est si vous voulez, c'est sa coordonnée complexe. Et on peut le tracer il faut bien comprendre que si je vous demandais de tracer un vecteur AB, ben vous êtes capable de tracer un vecteur AB quand vous connaissez son affixe, puisque vous connaissez ses coordonnées complexes. Imaginez que on peut le faire partir de ce point-là. Comment on fait pour tracer le vecteur AB, par exemple? Un vecteur AB sans penser au point A et B. Hein. C'est juste un vecteur dont l'affixe est moins 3 plus 5i. Ben vous savez que sa partie réelle c'est moins 3, ça veut dire qu'on fait 1, 2, 3 vers la gauche, et son ordonnée c'est 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà un vecteur AB, même si c'est pas le bon, hein. En tout cas un vecteur qui a pour affixe moins 3 plus 5i. C'est comme si on connaissait ses coordonnées. Sa partie réelle c'est son abscisse, sa partie imaginaire ça correspond à l'ordonnée du vecteur. Ça va? Et il nous fallait aussi calculer celle du vecteur CA. Donc, je vais rajouter une page là. Voilà. Et donc, on veut calculer l'affixe du vecteur CA. Donc, c'est ZA moins ZC. ZA, c'était 1 moins 3i, moins ZC,
ZC, c'était égal à 2 plus I, la fixe de C. Donc, on enlève les petites parenthèses, ça fait 1 moins 3i moins 2 moins i, en réduisant 1 moins 2 moins 1 moins 3i moins i moins 4i. Voilà la fixe du vecteur CA. Donc deux formules du cours. On sait, en fait, on retient que si je connais les affixes de deux points, je peux calculer l'affixe du milieu et je peux calculer l'affixe du vecteur formé par les deux points. D'accord? Voilà pour cet exercice 47. Le 48, c'était un peu différent. On voulait l'affixe des vecteurs, mais cette fois, on a l'affixe de deux vecteurs, W, W'. Ça veut dire qu'on n'a pas les points, on n'a pas les extrémités et origines des vecteurs, mais on a seulement directement leurs affixes. Et puis, on va calculer l'affixe d'autres vecteurs qui sont une somme, une différence, etc. Donc, c'est très simple. Les formules, je vous rappelle, je vous remontre dans la partie cours ce qui va nous servir. Ce qui va nous servir, c'est cette propriété. Si l'affixe du vecteur t plus w, c'est égal à l'affixe du vecteur t plus l'affixe du vecteur w. Autrement dit, il suffit de faire la somme des affixes si vous avez le vecteur somme. Et quand on multiplie un vecteur par un réel, eh ben, l'affixe de ce nouveau vecteur, ce sera k fois l'affixe de l'ancien vecteur. Donc c'est très simple. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, on va calculer l'affixe de w plus w'. Le cours nous dit que ça, c'est égal à l'affixe de w plus l'affixe de w', et donc c'est égal à l'affixe de w, c'était... alors il s'appelait z et z', c'est vrai que j'aurais pu les appeler z et z' au lieu de les appeler zw, zw', c'est pas grave, je vais laisser comme ça, c'est 1 plus 2i plus moins 2 plus i. On enlève les parenthèses, 1 plus 2i moins 2 plus i, 1 moins 2 moins 1, 2i plus i, 3i. C'est bon? Petit b, l'affixe de w moins w'. C'est simple, ça va être l'affixe de w moins l'affixe de w'. C'est-à-dire 1 plus 2i moins 2 plus i. Ça fait 1 plus 2i moins 2 plus 2 moins i. 1 plus 2, c'est égal à 3. 2i moins i, c'est égal à i. Bon, je passe pas du temps parce qu'aujourd'hui, on a quand même une partie cours à faire et on a besoin d'une demi-heure pour faire cette partie cours. Donc, il faut quand même qu'on avance un petit peu. Petit c. L'affixe du vecteur 2w. Le cours nous dit qu'en fait, c'est simple, ça va être 2 fois l'affixe du vecteur w. Et donc, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 2i. On distribue, ça fait 2 fois 1, 2, plus 2 fois 2i, 4i. Même si je vais vite, hein, vous avez le droit de me redemander des explications. Et pour terminer, l'affixe du vecteur 3w moins 2w', c'est facile, c'est 3 fois l'affixe du vecteur w moins 2 fois l'affixe du vecteur w'. C'est-à-dire 3 fois 1 plus 2i moins 2 fois moins 2 plus i. On développe les produits. 3 fois 1, 3, plus 3 fois 2i, 6i, moins 2 fois moins 2 plus 4, moins 2 fois i, moins 2i. Ce qui nous fait 7 plus 4i.
Bon, on retient dans cet exercice que si on connaît les affixes de deux vecteurs, on va pouvoir calculer les affixes de combinaison facilement de combinaison de ces deux vecteurs. Ce qu'on appelle des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, c'est-à-dire des sommes, des différences, des multiplications par des nombres, etc. Est-ce que ça va là, Gabriel, Johan, Maxime, Noah? C'est bon pour vous? Ok, ça marche. Très bien. Bon, alors, allons-y pour le 84. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, on va commencer à faire de la géométrie. Vous voyez bien qu'on se rapproche le fait de les représenter graphiquement, d'apprendre des petites techniques pour faire finalement calculer des coordonnées complexes, donc des affixes de vecteurs, de points, de milieux, etc. C'est l'idée d'utiliser les nombres complexes pour traiter des petits problèmes de géométrie. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire dans le 84 et le 82 que vous aviez à faire. Puisque là, on va parler carrément de nature de quadrilatère. Donc, on nous donne, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, on a 4 points dont on connaît les affixes. A, B, C, D, voilà, on a 4 affixes qui sont donnés, 4 coordonnées complexes. On nous demande quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Alors, quand on vous demande quelle est la nature du quadrilatère ABCD, évidemment, vous devez penser que ça peut être un parallélogramme, un trapèze, ça c'est les grandes familles, c'est-à-dire deux côtés parallèles, ce sera un trapèze. Si on a deux côtés, si les côtés sont opposés sont parallèles, 2 à 2, ça sera un parallélogramme. Et après, dans la famille des parallélogrammes, ça peut être un rectangle, un carré, un losange, enfin tout ça. Voilà. Mais la première chose auquel vous devez penser souvent, c'est parallélogramme. Est-ce que mon quadrilatère, c'est un parallélogramme ou pas? Ça pourrait être juste un trapèze, hein. Mais si c'est un parallélogramme, on se posera la question, est-ce que c'est un rectangle, est-ce que c'est un losange, tout ça. Donc, comment faire? Ben, évidemment, un des moyens que vous avez pour vérifier si c'est un parallélogramme, il suffit de vérifier si on a deux vecteurs égaux. Si en gros, formés par les 4 points. Est-ce qu'on va avoir deux vecteurs égaux? Parce que si on a deux vecteurs égaux, on sait qu'obligatoirement, on aura un parallélogramme. D'accord? Et donc, la question, c'est comment savoir si on a deux vecteurs égaux? La seule chose qu'on a, c'est les affixes des points. Eh bien, on va calculer les affixes de deux vecteurs. Donc, on nous parle de A, B, C, D. Donc, vous voyez, je vais calculer l'affixe du vecteur AB. Je vais calculer l'affixe du vecteur DC. Si jamais l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur DC, ça voudra dire que le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux, et ça prouvera que c'est un parallélogramme. Donc calculons l'affixe du vecteur AB, qui vaut ZAB. Et vous voyez bien que ça, c'est dans l'exercice 43, on a appris à 47, on a appris à le faire. On sait que l'affixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Donc ZB, c'est lui là. Je vais l'écrire en dessous les points A, B, C et D, pour pas me tromper. Donc c'est 3 plus 5i, moins ZA, c'est 1 plus 2i. Donc ça va être égal, en enlevant les petites parenthèses, 3 plus 5i moins 1 moins 2i, on prend l'opposé de chaque terme, et ça donne 3 moins 1, 2, 5i moins 2i, 3i. Voilà l'affixe du vecteur AB. Je vais calculer maintenant l'affixe du vecteur. Alors regardez, c'est bien d'avoir fait la figure avant, parce que, ok, on a AB, mais on voit bien que on va regarder l'affixe du vecteur DC. Donc l'affixe du vecteur DC. Ma figure, elle est complètement fausse, hein, on est bien d'accord, c'est juste... en gros, c'est pour m'aider à bien choisir les vecteurs avec lesquels je vais travailler. Donc, l'affixe de DC, c'est ZC moins ZD. C'est toujours l'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'origine du vecteur. ZC, ça vaut 13,5 plus 3i. ZD, 9,5. Donc, ça fait 13,5 plus 3i, j'enlève les parenthèses, moins 9,5. 13,5 moins 9,5,
ben, c'est égal à 4,5. Et 4,5, c'est égal à 2. 2 plus 3i. Et là, vous regardez, on a trouvé exactement la même affixe. Conclusion. Alors, donc, je vais écrire l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur DC. ZAB est égal à ZDC. Donc, ça veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Mais si ces deux vecteurs sont égaux, ça prouve qu'ABCD est obligatoirement un parallélogramme. Donc on sait que c'est un parallélogramme. Quand on a ces quatre affixes-là, on est sûr que c'est un parallélogramme. Alors on pourrait s'intéresser, est-ce que c'est un parallélogramme particulier? Est-ce que c'est un rectangle? Est-ce que c'est un losange? Est-ce que c'est un carré? On va pas le faire là parce que il faudrait repasser par les coordonnées parce que vous ne savez pas encore calculer les distances avec les nombres complexes. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc, comme on ne peut pas calculer des distances avec les coordonnées complexes, parce que vous n'avez pas appris à le faire, il faudrait, en fait, ça serait pas très intéressant, parce qu'on rebasculerait sur les coordonnées de points, et ça, c'est pas l'objectif. Donc, on va s'arrêter là pour cet exercice, parce qu'on a démontré que le quadrilatère ABCD était un parallélogramme. C'était ce qui est plutôt ce qui était attendu ici. Des questions sur cet exercice? Vas-y. Ah oui, t'as pas de question, tu m'as dit. J'ai cru que tu me disais que t'avais une question. Ok. Ça va? Donc, hein, je sais que, voilà, souvent, c'est un peu normal pour certains d'avoir un peu de mal à faire l'exercice et à bien le rédiger. Donc, ce qui est important, c'est quand même, à la correction, de voir ce qui était demandé, de comprendre un peu la rédaction que je fais, qui est la rédaction qui va être attendue, les petits calculs, les petits donc, etc. Même si, voilà, vous n'avez pas réussi à le faire tout seul à la maison pour certains. Donc, les corrections d'exercice, on fait beaucoup de corrections d'exercice là dans le travail à distance, mais c'est important de vous familiariser un petit peu et de comprendre ce qui est attendu, même si de toute façon vous n'avez pas d'évaluation, donc il n'y a pas la crainte de se tromper ou de mal faire, mais il faut quand même que vous reteniez un petit peu de les méthodes et les rédactions que l'on fait, que l'on voit voilà pour l'année prochaine. Allez, on termine par l'exercice 82 assez vite, comme ça on pourra faire la partie court. Alors on vous dit, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, on considère les points A, B, C d'affixes respectives, 2 plus 2i, 6 plus 5i et 9 plus 3i. Déterminer l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Vérifier à l'aide d'un graphique. Alors ça c'est du très 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 classique. On a 3 points. Je vais les dessiner un peu n'importe où, peu importe. Donc j'ai un point A, j'ai un point B, j'ai un point C quelque part, et on vous demande de vous dire quelle est la fixe, donc quelle est la coordonnée complexe du quatrième sommet du parallélogramme, enfin pour que ABCD soit un parallélogramme. Alors d'abord, où est-ce qu'il se trouve? Vous voyez, ça va être A, B, C, donc il n'est pas là, mais il va être par là. Il va être à peu près sûrement par là. Ok? Donc l'idée, c'est comment faire pour déterminer exactement son affixe, sa position. Eh bien, on va faire le travail inverse des 84. On va partir du fait que ABCD, c'est notre contrainte, doit être un parallélogramme. Et puisque c'est un parallélogramme, et on va raisonner par rééquivalence, c'est un parallélogramme si et seulement si des vecteurs sont égaux. Par exemple, le vecteur, je peux dire le vecteur BA doit être égal au vecteur CD. Donc je vais écrire le vecteur, je vais même l'écrire dans l'autre sens, je vais écrire le vecteur CD doit être égal au vecteur BA. Vous voyez, pour que ce soit un parallélogramme, il faut et il suffit que ces deux vecteurs, le vecteur CD et le vecteur BA, soient égaux. Ah, mais pour que deux vecteurs soient égaux,
il suffit que leurs affixes soient égales. L'affixe du vecteur CD doit être égal à l'affixe du vecteur BA. Vous la comprenez, cette équivalence? On est ici, deux vecteurs sont égaux, si et seulement si, et cette équivalence, ça veut dire si et seulement si, leurs affixes sont égales. Or, on est capable de calculer l'affixe du vecteur CD. C'est l'affixe de D moins l'affixe de C. Et l'affixe du vecteur BA, c'est l'affixe de A, ZA, moins l'affixe de B. Et si vous regardez dans cette égalité, il n'y a qu'une seule inconnue, c'est ZD. Tout le reste, on connaît les valeurs, et donc on a formé une petite équation complexe qu'on va pouvoir résoudre. Regardez, ça va faire ZD moins, alors le C c'est lui là, 9 plus 3i, est égal à ZA 2 plus 2i, moins ZB, ZB c'est 6 plus 5i. Et ça c'est une équation. C'est une équation, puisque c'est une égalité qui comporte une lettre inconnue qui est ZD, et en fait il faut résoudre cette équation. C'est une équation complexe, où on cherche des solutions complexes. Mais c'est une équation très simple, puisque c'est très facile d'isoler ZD. Et donc, comment est-ce qu'on isole ZD? Eh ben, évidemment, il suffit d'ajouter. On va ajouter ce complexe-là de chaque côté. Donc, ça va faire 2 plus 2i, moins 6 plus 5i, plus 9 plus 3i. En fait, j'aurais pu enlever d'abord les parenthèses, mais comme je l'ai pas fait, là, carrément, je rajoute 9 plus 3i. Comme ça, on a bien isolé ZD. Et pour pouvoir calculer l'affixe de ZD, il suffit de réduire maintenant toute cette somme. Donc j'enlève les parenthèses, ça donne 2 plus 2i, moins 6 moins 5i, plus 9 plus 3i. Et en réduisant, on trouve que ZD est égal à 2 moins 6 moins 4 plus 9 c'est égal à 5. 2i moins 5i, ça fait moins 3i plus 3i, ah ben ça fait 0. Donc c'est 5 plus 0i, autrement dit c'est ZD égale 5. Alors, vous avez vu ce raisonnement qu'on a fait par équivalence pour trouver la valeur de D, il est très important. Alors, si t'as pas calculé, c'est faux. C'est-à-dire que quoi, tu t'es arrêté à cette ligne-là, Noah? Non, c'est pas important, c'était juste pour vous dire, attention, c'est 5, mais c'est bien un nombre complexe. Mais tu as raison qu'en fait, on va plutôt écrire 5. C'est juste pour dire, c'est un nombre complexe, mais dans le cas particulier où la partie imaginaire est nulle, c'est tout. T'as directement trouvé 5, mais c'est parce que tu l'as fait graphiquement, Noah. Donc, en fait, si tu regardes ici, il y avait marqué déterminer l'affixe du point D tel que ABC sur un parallélogramme, vérifier à l'aide d'un graphique. Tu vois, la vérification, elle ne se passe qu'en deuxième partie. C'était vraiment un calcul qu'on te demande, sans le dessiner. Mais si tu nous dis que tu l'as trouvé graphiquement, c'est qu'on s'est pas trompé dans le calcul. Et il nous demande d'ailleurs de le vérifier graphiquement. On peut vérifier qu'il n'y a que cette possibilité, c'est que Z égale 5. Donc c'est bien de savoir le faire graphiquement, mais voilà ce qui est attendu. C'est cette partie-là. Donc je voudrais qu'on reprenne un tout petit peu là, les équivalences. Je voudrais vous montrer, parce que il faut que vous compreniez que maintenant, là, vous êtes en première, vous avez vu déjà pas mal de choses sur les mathématiques depuis le collège et même l'école primaire, et que vous savez qu'il y a plusieurs branches des mathématiques. La géométrie, il y a l'algèbre, l'arithmétique, l'ensemble des fonctions, l'analyse, les probabilités, etc. Et qu'il faut que vous compreniez qu'en fait, il y a des ponts entre ces différentes parties des mathématiques, ces différentes branches des mathématiques. Et je dirais même, à l'intérieur d'une même branche, par exemple, si on prend la géométrie, il y a plusieurs parties dans la géométrie. Il y avait la géométrie avec le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, la géométrie du plan classique. Il y a la géométrie avec les coordonnées.
Maintenant, on parle des nombres complexes. Regardez un petit peu ces équivalences. Alors, je vais peut-être changer de couleur. Je vais encadrer plusieurs choses de couleurs différentes. Et je veux que vous vous rendiez compte que, donc ça, donc la première ligne, je vais faire la deuxième ligne une autre couleur. On va prendre, je sais pas moi, jaune. On voit rien en jaune, plus épais. Voilà, et puis une autre couleur, on va prendre, j'en sais rien, allez, marron, ici. Regardez ce que mes trois encadrés là, eh ben, c'est des propositions mathématiques, mais qui font partie de mondes différents. Le premier, ABCD parallélogramme, ça c'est une phrase mathématique, mais qui est dans le monde de la géométrie classique, hein, c'est la géométrie plane, celle que vous faites depuis le collège et le primaire. Vous savez ce que c'est que des parallélogrammes depuis longtemps, depuis le primaire. Ça, c'est une phrase mathématique qui est dans le monde de la géométrie plane. Quand vous regardez la deuxième en jaune, c'est une égalité de deux vecteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la géométrie vectorielle. Et on est en train de dire que on a fait un pont entre les deux. Géométrie vectorielle. On est passé de la géométrie du plane, à la géométrie du plan, à la géométrie de vecteur. On a changé de type d'outil. Et puis regardez, encore une équivalence. Et maintenant là, j'ai une égalité entre des nombres complexes, puisque le ZCD, ça veut dire l'affixe du vecteur CD. C'est des nombres complexes. Et ça, c'est une égalité dans l'ensemble des nombres complexes. Les petites équivalences, c'est comme des ponts qui passent d'un ensemble à l'autre. Et en fait, plus vous allez faire de mathématiques, plus vous allez faire comme ça dans un raisonnement. On peut passer d'un monde à l'autre, passer des vecteurs au complexe, des complexes au plan, ou enfin dans différents ordres, et ça permet de résoudre des problèmes parce qu'on va se servir d'un outil qui est plus efficace dans un outil. Les nombres complexes vont être un bon outil pour pouvoir résoudre des problèmes de géométrie, que ce soit géométrie plane, géométrie vectorielle, etc. Déjà, les vecteurs est un bon outil pour résoudre des problèmes de géométrie plane. Et ben les complexes, c'est un bon outil pour résoudre des problèmes de géométrie. Voilà, pour vous montrer. Et ça, on pourrait aussi utiliser des fonctions, par exemple. Hein, donc ça, c'est important de voir tous ces changements que vous faites comme ça, dans un même raisonnement, dans un même exercice. Bien, on l'a pas vérifié graphiquement, mais on va dire que Noah l'a fait pour nous. Donc en plaçant les points, il suffit de placer les points dans un repère dans le plan complexe et de bien vérifier que quand on prend le point d'affixe 5, ça forme bien un parallélogramme. D'accord? Bon, je le fais pas pour qu'on ait le temps de faire du cours. Donc on repasse à la partie cours et on va vraiment voir quelque chose de nouveau. Alors je vais d'abord passer, même si vous prenez la partie cours, là regardez, on passe au petit 3 qui s'appelle module et argument d'un nombre complexe. Bien. Je vais d'abord vous expliquer un tout petit peu avant. Donc, jusqu'à présent, on avait ici un nombre complexe, z égale a plus bi, qui est donc un nombre complexe. C'est un nombre. On sait que ce nombre-là, on peut le placer quelque part dans le plan. Il y a un point image qui représente ce nombre complexe. Vous savez que ce point image, il suffit de se placer ici aux coordonnées AB, et puis on obtient un point A qui représente le complexe A plus BI. Ok? Et on avait ici donc U, V, on est dans un plan complexe comme ceci. Bien. Un nombre complexe, contrairement à un nombre réel, un nombre complexe, il est quelque part dans le plan. On va définir une nouvelle notion qu'on appelle le module de Z. Alors le module de Z, en fait, ça correspond à la distance entre le point image et l'origine du repère.
vous êtes d'accord que le point, il se trouve quelque part dans le plan, là, le point image, donc le nombre complexe, et donc, là, évidemment, ici, il se trouve à une certaine distance de l'origine. Et bien, cette distance, on appellera ça le module de Z. Ça se notera Z entre deux barres, comme ceci. Et donc, ça s'appelle le module. Et c'est très simple, c'est égal à la distance entre O et A. C'est la distance OA. OK? Et puis, on va voir comment on la calcule. On est dans un repère orthonormé, d'accord, OUV. Et puis, il y a une autre notion. On appelle ça l'argument de Z. Donc là, c'est pas la peine de le noter parce que on va le noter après. Hein. L'argument de Z, ça se note arg de Z. Et puis, l'argument de Z, eh ben, ça va correspondre à un angle, à une mesure d'angle. Ça va correspondre l'angle entre le vecteur U et le vecteur OA, c'est-à-dire à ce petit angle-là. C'est lui qu'on va appeler l'argument de Z. C'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur OA. Une mesure, c'est une des mesures d'angle. Il y en aurait plusieurs, hein, une des mesures d'angle. Vous vous rappelez, on a travaillé avec les angles orientés de deux vecteurs. Ben, l'angle entre U et le vecteur OA, ça s'appellera l'argument, mais c'est l'argument du nombre complexe. Hein, donc, ok, c'est deux nouvelles notions qu'on va écrire ici. Alors, module et argument d'un complexe. Donc, soit Z égale A plus IB, un nombre complexe et M un point d'affixe Z. On appelle module de Z la distance OM. Donc ça, c'est le module de Z. Que l'on note module de Z, on a donc module de Z. Alors, égale quoi? Ben, on va écrire que c'est égal à OM, mais surtout, on va écrire la formule parce comment dire, la formule l'expression en fonction de A et de B, c'est-à-dire en fonction de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc cette formule, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Alors je vous le remonte là directement, je reviendrai là, ici. Je vais effacer ça. Regardez, pourquoi est-ce que ça donne ça? On va regarder dans le cas où le point M ou le point A se trouve ici. On a dit que le repère, il était orthonormé, c'est-à-dire que là, j'ai un angle droit. Et donc, ici aussi, vous avez un angle droit. Autrement dit, le triangle OA, puis ce point, je l'appelle le point H, ce triangle OAH, c'est un triangle rectangle. Et donc, je vous rappelle que la distance OM, le module de Z, c'est la distance OM, et donc c'est, regardez, dans le triangle OAH, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Mais on peut le dire comme ça, c'est l'hypoténuse du triangle. Et donc on sait que on peut le calculer avec le théorème de Pythagore. La distance, on peut calculer, c'est donc c'est la racine carrée de OH au carré plus HA au carré. Alors OA au carré, OH d'abord, ben, si le point A a pour partie réelle petit a, ça veut dire que la distance OH, c'est petit a, ou sa valeur absolue, si jamais petit a est négatif. Normalement, je devrais écrire valeur absolue de A. Mais comme on élève au carré, bah, en fait, OH au carré, c'est petit a au carré. Et HA au carré, c'est cette longueur-là, bah, c'est petit b au carré. Et voyez que le module, en fait, se calcule comme étant la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc ça, c'est le module d'un nombre complexe. C'est donc la distance entre le point image et l'origine. Mais on peut même dire que c'est la distance entre le nombre complexe et 0. Le 0 du plan complexe. D'accord? Il se trouve à une certaine distance dans le plan. Et on le calcule avec ça. Si Z est non nul, on appelle argument de Z une mesure de l'angle UOM. Donc, vous voyez, entre U et le vecteur OM, il y a un petit angle ici qui a des mesures et c'est
les mesures ça s'appelle l'argument du complexe. Alors là, on va pas voir une formule toute faite pour le calculer. Il n'y a pas de formule toute faite pour le calculer comme ça. D'accord? Vous allez voir comment on s'y prend pour le calculer quand on a besoin. Alors, si z est un nombre réel, donc ça c'est la remarque, ça va être les cas particuliers. Donc, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe si un nombre complexe est réel? Autrement dit, et si z est seulement égal à petit a? Ben, le module de z, c'est égal à la racine carrée de a carré plus 0 carré, c'est-à-dire racine de a au carré. Ah mais racine de a au carré, la racine du carré d'un nombre réel, c'est ce qu'on appelle sa valeur absolue. Et vous voyez bien, ce symbole-là, là, c'est la valeur absolue qui n'est d'autre que la valeur absolue de petit a. Alors, je ne sais pas à quel point vous avez travaillé la valeur absolue l'année dernière. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Je reviens sur mes nombres réels là. Donc mes nombres réels, on sait qu'ils sont placés quelque part sur un axe. Ok. On définit ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre comme étant sa distance à 0 sur les nombres réels. Donc la valeur absolue de 4, ben, ça se note 4 entre deux barres, et vous savez que 4, sa distance à 0, c'est 4. Donc sa valeur absolue, c'est 4. Si maintenant je prends la valeur absolue de moins 3, ben, moins 3 il se trouve ici. Sa distance à 0, ben, il est à combien d'unités de 0? Ben, il est à 3 unités de 0. Or sa valeur absolue, c'est sa distance à 0. Donc la valeur absolue de moins 3, c'est égal à 3. Et donc vous voyez que une valeur absolue, pour un nombre réel, on appelle ça la valeur absolue, mais ça correspond à sa distance à 0. Et bien pour un nombre complexe, on n'appelle pas ça la valeur absolue, et pourtant on le note pareil, on appelle ça son module. Mais c'est toujours sa distance à 0. Sauf que c'est la distance à 0 des complexes. D'accord? Qui est, voilà, ici aussi le 0 des réels, évidemment. Donc, c'est pour ça que la notation est identique, c'est pour ça qu'on parle de valeur absolue ou de module. En fait, on parle du même objet. On parle de la distance à 0. Bon, donc ça c'est première idée. Le module, c'est la distance à 0, et la valeur absolue pour les nombres réels, c'est la distance à 0 aussi. Alors, on nous dit là, regardez, ZZ bar. Z bar, vous vous rappelez, c'est son conjugué. Alors, que vaut ZZ bar? ZZ bar, si Z est égal à A plus BI, et Z bar est égal, Z bar c'est A moins BI. Rappelez-vous, le conjugué, on prend la même partie réelle, et on prend l'opposé de la partie imaginaire. Bon. Si je le développe, ça fait, j'ai du A plus B fois A moins B, j'ai une identité remarquable ici. Donc ça fait A carré moins BI au carré. Ça fait A carré moins B carré I carré. Mais comme I carré est égal à moins 1, on est avec des nombres complexes, moins B carré fois moins 1, ça fait plus B carré. Autrement dit, A carré plus B carré. Vous renotez quelque part que ZZ bar, c'est A carré plus B carré. Mais ça, rappelez-vous, on l'avait déjà vu, mais ce qui m'intéresse, je voulais redémontrer, je sais pas pourquoi je voulais redémontrer là, puisqu'on l'avait déjà démontré, mais surtout, A carré plus B carré, vous avez vu? Il est là. Et donc, c'est lié au module. Donc, je l'ai écrit pour rien un peu ça. Je vais réeffacer ma démonstration si vous l'avez écrite, c'est pas grave, hein. Mais on va plutôt le écrire directement. On savait déjà que Z fois Z bar, c'était A carré plus B carré. A carré plus B carré. Voilà. Et donc, eh ben, c'est quoi le lien avec racine de A carré plus B carré? Ben, ça veut dire que c'est le carré de module de Z. Donc le carré du module de Z, c'est Z fois son conjugué.
D'accord? Ça fait un petit lien, petite formule qui peut servir dans certains cas. Si vous connaissez le module d'un complexe, quand vous multipliez le complexe avec son conjugué, vous tombez sur le carré du module. Donc ça peut être rapide. Alors, le point image de 0, donc alors je sais plus ce que j'entendais par là. Alors en tout cas 0, évidemment, son module c'est 0, puisque on peut dire le point image de 0 est d'affixe 0. Non, c'est nul. On va laisser tomber cette phrase qui sert à rien. Alors il y a une chose qui est importante, c'est que 0, vous laissez tomber cette phrase. Vous dites juste que 0 n'a donc le nombre 0 n'a pas de un module qui pardon. Ouais. Le nombre 0 a un module qui vaut 0. Donc on peut écrire que le module de 0 c'est 0. Par contre, 0 n'a pas d'argument. C'est pour ça que dans la définition, vous avez vu que il faut que z soit non nul. Le non nul, ça veut dire que on peut pas définir ici d'argument. Pourquoi? Parce que si le point M est confondu avec le point O, eh ben l'angle orienté n'existe pas. Un angle orienté, ça existe quand les deux vecteurs sont différents du vecteur nul. Or, si M est confondu avec le point O, le vecteur OM est le vecteur nul. Et donc, il n'y a pas d'angle orienté, donc il ne peut pas y avoir d'argument. Bon. Allez, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de faire un petit exemple. Donc, calculer le module et donner un argument de ces complexes. Alors, c'est des cas un peu simples. Commençons par Z1. Donc là, vous découpez, ou en tout cas, vous collez cette partie-là, et puis on est à Z1 égale moins 5. Alors Z1 égale moins 5, ça va être très simple de calculer son module et son argument. Pourquoi? Ben, on va commencer par... alors, on peut toujours faire le calcul, mais pour Z1 égale moins 5, vous devriez me le donner directement son module et son argument. Pourquoi? Parce que moins 5, c'est un nombre complexe qui se trouve ici, dans mon plan complexe. Et donc, graphiquement, quel est son module? Et donnez-moi un argument de Z1. Donc, le module, je vous rappelle que le module, c'est la distance à l'origine. Donc, quelle est la distance à l'origine de Z1? Hein, Z1, il est là. Quelle est la distance à l'origine? Oui, exactement. Donc, le module, ça vaut 5. Alors maintenant, l'argument. L'argument, je vous rappelle que c'est l'angle entre... Regardez, c'est l'angle entre le vecteur U, qui est le premier vecteur du repère, et le vecteur OM. OM, c'est en gros entre le point O et puis le point image de votre complexe. Donc ici, M, c'est comme s'il était ici. Hein. Et votre vecteur U est ici. Alors, finalement, c'est cet angle-là. Et donc, donnez-moi un argument de Z1. Une mesure de cet angle. Je vais le refaire plus gros parce que on voit rien du tout. On va le faire ici. Donc je recommence, j'ai mon petit... Alors j'arrive pas à le faire droit, voilà. Ça c'est le vecteur U, le vecteur V qui va ici pas nous servir, et on a ici Z1 qui est là, qui vaut moins 5. Donc le module c'est sa distance à l'origine, ça vaut 5. L'argument, ben, puisque c'est le point ici, l'argument c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. Le vecteur OM, vous l'avez ici. Hein. C'est lui votre vecteur OM. Oui, ça forme un angle plat, et donc donne-moi une mesure d'un angle plat. Ben non. Eh non, cet angle-là, il fait pas 0. Là, j'ai pas tourné de 0. Eh oui, c'est 180 degrés.
Alors on va souvent parler, vous allez voir, en radians. Donc on va pas dire 180 degrés, mais plutôt combien de radians? 180 degrés, c'est, rappelez-vous votre petite cercle trigonométrique, ça va nous resservir ici. Je vous remonte le cercle. Voilà, c'est pi radian. Exact. C'est ça. D'accord? Je vous remontre, hein, 0, ici. Vous vous rappelez, quand on fait un tour complet, on arrive à 2pi. Donc si je fais un demi-tour, j'arrive à pi. Là, c'est pi sur 2, etc. Donc 180 degrés, c'est à tourner de 180 degrés, c'est tourner de pi radian. Donc là, un argument de Z1, c'est pi. Alors pourquoi je dis un argument et pas l'argument? Ben parce que vous savez que quand on parle de l'angle entre ce vecteur et ce vecteur, on peut tourner d'un demi-tour, mais on pourrait très bien dire qu'on a tourné d'un tour et demi. Et donc il y aurait d'autres mesures possibles entre le vecteur U et le vecteur OM. Vous vous rappelez, les angles orientés, ils ont une infinité de mesures possibles. On pourrait aussi tourner dans le sens négatif. J'aurais très bien pu dire, tiens, on fait c'est cet angle-là. Dans ce cas-là, on aurait écrit moins pi. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul argument, qu'il y a plein d'arguments. Et nous, c'est pour ça que la question, c'était donner un argument. Là, on en a trouvé un. OK? Bien. J'efface. J'ai pas beaucoup de place, j'ai pas laissé assez de place, moi, pour moi, donc je vais effacer pour traiter le deuxième cas. Alors, le deuxième cas, c'était Z2 égale 3i. Pareil, on va le faire graphiquement. Vous verrez qu'on fera pas tout graphiquement, mais là, on peut encore le faire graphiquement. Donc, où se trouve le complexe 3i? C'est ce qu'on appelle, vous vous rappelez, un imaginaire pur. Or, l'axe des imaginaires purs, c'est l'axe des ordonnées. Donc 3i, il se trouve ici. D'accord? Là, c'est i, 2i, 3i. Z2 égale 3i, il se trouve là. Bien. Donc, quel est son module? Maxime? Très bien, c'est 3. Non, c'est 3 parce que c'est une distance. Ça peut pas être un nombre complexe. Rappelez-vous que quand on dit c'est une distance, c'est vraiment une distance. Il faut que ce soit un nombre tel qu'on les connaît. Un nombre complexe ne peut jamais représenter une distance. C'est un nombre réel. Donc sa distance, c'est 3. Sa distance à l'origine. Sa distance à 0. Et un argument de Z2, un argument, ça correspond à cet angle-là. Une mesure de cet angle. Voilà, pi sur 2. Si on choisit un des arguments, ce serait pi sur 2. Si vous m'aviez donné celui-là, ça marchait aussi. Et celui-là, ça aurait été combien? Ben, on tourne dans le sens négatif. Donc c'est un nombre négatif. Et on tourne de combien? Ben, de moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Donc on pourrait écrire aussi que l'argument de Z2, c'est moins 3 pi sur 2. Mais le plus simple, c'est évidemment pi sur 2. Le plus logique à trouver. Dans le sens positif. On tourne dans le sens positif. Voilà. Alors, vous voyez que pour ces deux premiers cas, on n'a pas fait de calcul. On a seulement regardé graphiquement, puisqu'on était dans des cas particuliers. Puisque Z1 était un nombre réel et Z2 était un imaginaire pur. Donc, dans ces deux cas, c'est très facile de lire un module et un argument. Maintenant, on va regarder le troisième. 1 plus i. On va voir si on est capable de le faire. Donc j'efface là, vous vous effacez pas évidemment, moi c'est pour avoir un peu de place. Et on va faire donc Z3 qui vaut 1 plus i. Alors Z3, donc il vaut 1 plus i. On peut le faire graphiquement, c'est pas très dur de le faire graphiquement aussi. Je vais regarder juste un truc. Ok. Mais on peut aussi le faire par le calcul. Alors on va faire les deux. On va d'abord faire par le calcul
Donc le calcul, le module de Z3, et faire par le calcul, ça veut dire utiliser cette formule. Hein. C'est la racine carrée de A carré plus B carré. Donc c'est racine carrée de A au carré. Alors ici, c'est quoi A? A, c'est la partie réelle, c'est 1. B, c'est la partie imaginaire, qui est le coefficient de I. Donc B est égal à 1. B, ce n'est pas I, hein, c'est le coefficient de I. Donc le module de Z3, c'est racine de A carré plus B carré, c'est-à-dire la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré, c'est égal à 1, plus 1 au carré, ça fait 2, et donc c'est la racine carrée de 2. Voilà Z3 qui vaut la racine carrée de 2. Maintenant, comment trouver l'argument? Alors, graphiquement, on peut le trouver, c'est pas très dur, mais je vais vous montrer comment on fait pour le trouver par le calcul. En fait, laissez-moi juste 2 secondes, je réfléchis si je vous le fais maintenant. Non, je vais pas vous le faire maintenant. On va le faire graphiquement uniquement parce que c'est un peu prématuré. Vu l'heure qu'il est, on n'a pas le temps d'y passer trop de temps. Donc on va le faire graphiquement aussi. Donc graphiquement, je vais placer mon complexe. Le complexe Z3 qui vaut 1. Je vais le placer là. Donc on imagine que U est comme ça. Et V est comme ça. Repère orthonorme. Donc ici c'est 1. Et puis ici c'est l'ordonnée égale à 1 aussi. Donc 1 plus I. Il est là mon Z3. Qui vaut 1 plus I. Ok. On vient de calculer son module. C'est-à-dire on vient de calculer cette petite distance-là. Ok. Et on a calculé que ça faisait racine carrée de 2. Bah oui, c'est la diagonale d'un carré de côté 1. C'est toujours racine carrée de 2. D'accord? Et il nous reste à calculer cette mesure-là. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un argument en me le justifiant un petit peu de Z3? On est dans un cas particulier. On a ici regardez, une figure particulière. On a un petit carré de côté 1. Et donc, on veut savoir quel est cet angle. Ben oui, ben oui, pi sur 4, pi sur 4, pi sur 2, pi sur 4, pi sur 3. Pi sur 4, pourquoi? Et pourquoi? Oui, c'est la diagonale d'un carré. Or, la diagonale d'un carré, c'est aussi la bisectrice. Là, elle coupe l'angle en deux, en fait. Hein. Cette droite-là, elle va couper cet angle en deux. C'est ce qu'on appelle la bisectrice. Et donc, c'est obligatoirement la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4. Pi sur 4, radian, ou 45 degrés si on l'écrivait en degrés. D'accord? Bon, j'en dis pas plus parce que là, c'est déjà... Voilà, ça va déjà être l'heure. Je veux juste qu'on rajoute ces petites propriétés, puis on s'arrêtera là. Des petites propriétés sur les modules et les arguments. Enfin, sur les modules d'abord. Z1, Z2, c'est des propriétés très simples. Le module d'un produit, c'est-à-dire si j'ai le module de Z1 fois Z2, pas de piège, c'est en fait le module de Z1 multiplié par le module de Z2. Donc ça, c'est pratique. Si vous connaissez le module de Z1 et que vous connaissez le module de Z2, on vous demande le module du produit des deux, bah vous multipliez les deux modules. Et si ça marche pour le produit, ça marche pour le quotient. Donc je vais l'écrire là parce que j'ai pas beaucoup de place. Le module de Z1 sur Z2, c'est égal au module de Z1 divisé par le module de Z2. Donc, ça se démontre très facilement, mais on ne va pas le faire ici. Et dernière chose très importante, pour faire de la géométrie.
regardez ici, je vais rebasculer. On sait qu'un module, ça correspond à une distance, mais ça correspond à la distance du point jusqu'à l'origine. Alors c'est très bien, mais pour faire de la géométrie, nous, souvent, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de calculer des distances entre deux points. Par exemple, entre un point C là et un point D. Moi, j'aimerais bien calculer cette distance-là. Est-ce que je peux calculer cette distance quand je connais les affixes du point C, genre ZC, et l'affixe du point D, ZD? Eh bien, la réponse est oui. Grâce au module, on va pouvoir calculer cette distance. Et c'est la propriété qu'on admet suivante. Soit A et B, deux points d'affixes respectifs ZA et ZB, la distance entre les points A et B, ben, c'est le module de ZB moins ZA. C'est le module de la différence. Donc, on va pouvoir calculer n'importe quelle distance dans le plan pour faire de la géométrie. Quand on connaît les affixes des deux points, il suffit de calculer le module de ZB moins ZA. Donc vous commencez par calculer ZB moins ZA, l'écrire sous forme algébrique, et ensuite on calcule son module avec cette formule-là. Si on avait eu ça pour l'exercice de tout à l'heure, là, pardon, je reviens là. Si on avait fait, pour l'exercice le 84, vous savez quelle est la nature du quadrilatère? On s'était arrêté à le fait qu'on avait démontré que c'était un parallélogramme. Si on avait voulu savoir si c'était par exemple un rectangle, on aurait pu calculer les longueurs des deux diagonales, parce que si les diagonales étaient de même longueur, ça aurait prouvé que c'était un rectangle. Mais on savait pas trop calculer des longueurs, des distances avec des nombres complexes. Et bien maintenant, vous saurez le faire. C'est cette formule-là qui va vous permettre de calculer des distances entre deux points, donc des longueurs de segments. Donc vous avez l'exemple juste en dessous. On considère les points ABC d'affixe ZA, ZB, ZC, déterminer la nature du triangle ABC. Donc c'est peut-être un triangle équilatéral, c'est peut-être un triangle isocèle, c'est peut-être un triangle rectangle. Il va falloir calculer les distances. Et pour calculer les distances, on va calculer ça. Donc, je vais calculer ma distance AB en disant c'est le module de ZB moins ZA. Donc c'est le module, ZB c'est 6 plus 80i, moins ZA, 4 plus 4i, avec les petites parenthèses. J'enlève mes parenthèses. Attention de surtout pas. Ah oui, très important, vous avez vu la propriété sur les produits des modules et les quotients des modules. Pourquoi on n'a parlé que des produits et des quotients? Mais parce que la propriété elle est complètement fausse si vous utilisez la somme. Par exemple, le module de Z1 plus Z2, dans le cas général, ce n'est pas égal au module de Z1 plus le module de Z2. Ça marche pas avec l'addition, ça marche pas avec la soustraction. Et donc, ici, c'est pas la peine de séparer en faisant le module de ça moins le module de ça ne marchera pas. Il faut d'abord qu'on écrive le complexe qu'à l'intérieur sous forme algébrique. Donc vous enlevez vos petites parenthèses. Ça nous fait, on réduit, ça fait 6 moins 4, 2, 8i moins 4i plus 4i. Et là maintenant, on a une forme algébrique, vous pouvez calculer le module avec la formule du cours. La formule du cours, elle dit que c'est la racine carrée. Regardez, c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré, c'est-à-dire de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, là, vous écrivez que c'est la racine carrée de la partie réelle 2 au carré plus la partie imaginaire 4 au carré. Pas de i dans le module. Ça fait racine carrée de 4 plus 16, c'est-à-dire racine carrée de 20. Qu'on peut simplifier si on veut ou le garder comme ça. On va le garder racine carrée de 20. Je vais calculer chacune des longueurs. Donc AC, c'est ZC moins ZA. C'est ce que vous allez avoir à faire en exercice. C'est pour ça que je vais quand même le terminer. Donc ZC, c'est 18 moins 2i. 18 plus 2i. Moins ZA. 4 plus 4i. Donc c'est égal au module de 18 plus 2i moins 4 moins 4i. Ça fait le module de 18 moins 4, c'est égal à 14, moins 2i.
Ça fait donc la racine carrée de 14 au carré plus, plus 4 au carré. Enfin, plus moins 2 au carré, hein, puisque, encore une fois, c'est la partie imaginaire qui est élevée au carré. Attention de ne pas, encore une fois, écrire le i à l'intérieur. Si vous le faites, évidemment, ce sera tout faux. Donc ici, ça nous fait donc... Alors, 2 minutes, j'ai un petit bug. Donc on a dit que ça faisait 14 au carré, ben, ça fait 196. Donc ça nous fait racine carrée de 196 plus 4, c'est-à-dire racine carrée de 200. Et le dernier, donc BC, pour terminer. BC, c'est le module de ZC moins ZB. C'est-à-dire, c'est le module de... Ah, ça y est, ça bug de nouveau. Bon, je suis désolé. Alors si ça va aller. ZC moins ZB, ça fait 18 plus 2i. Moins ZB, c'était 6 plus 8i. Donc ça fait le module de 18 plus 2i moins 6 moins 8i. 18 moins 6, c'est égal à 12. 2i moins 8i, c'est égal à moins 6i. Et donc, ça donne la racine carrée de 12 au carré plus moins 6 au carré. Ça nous fait racine carrée de 144 plus 36. C'est-à-dire racine carrée de... Et ça nous fait du 180. Bon. Alors, tout de suite, on s'aperçoit que le triangle ABC n'est pas isocèle. Vous voyez qu'il a 3 longueurs différentes. On nous demandait de déterminer la nature. Il ne nous reste plus qu'une solution, c'est espérer qu'il soit rectangle. Or, en fait, il va être rapidement rectangle. Alors pour ça, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Hein. On va vérifier l'égalité de Pythagore pour vérifier qu'il est bien rectangle. Je me dépêche parce qu'on a un peu dépassé l'heure. Et donc, pour vérifier l'égalité de Pythagore, il faut vérifier que le plus grand des trois côtés au carré est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc c'est AC qui est le plus grand. AC au carré, c'est égal à racine carrée de 200 au carré. Vous voyez que c'est très facile à calculer, ça fait 200, puisque le carré et la racine carrée s'éliminent. Et AB au carré plus BC au carré, c'est égal à racine de 20 au carré, plus la racine carrée de 180 au carré, ça fait 20 plus 180, et ça fait aussi 200. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Le triangle ABC, il est rectangle en B, puisque AC, ça va être l'hypoténuse. Hein. Le triangle ABC est rectangle en B. Bon, on retient que on avait des affixes des points. On a pu calculer des distances, les longueurs des côtés. Donc, grâce à la formule de distance, grâce au module. Le module de la différence. Puisqu'on a pu calculer des distances, ça nous a permis de vérifier, en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle était rectangle. Ok, puisque l'égalité de Pythagore était vérifiée. Alors, évidemment, il va falloir apprendre à travailler un petit peu avec les arguments aussi. Mais ça, vous le ferez un peu plus en terminale. Je vous rappelle qu'en terminale, vous allez
reprendre un peu tout ce chapitre sur les nombres complexes pour rajouter aussi quelques petites choses de terminal. Donc c'est important de voilà de partir avec quelques connaissances. Partir de première à quelques connaissances. Alors quelques exercices, 3 petits exercices à faire pour jeudi pour s'entraîner sur ça. On corrigera ça jeudi. Donc pour jeudi, alors ce sont les exercices 52, 54 et 55. Page 223. Alors laissez-moi juste vérifier un petit truc sur avant que je vous qu'on arrête. Ouais, bon. Alors pour le 54, peut-être que pour le 54, peut-être que vous allez avoir des petits soucis parce qu'on n'a pas, en tout cas pour un des exemples du 54, c'est pas grave. Vous le faites comme on l'a vu dans la partie course. Il faut déterminer module et argument de nombres complexes. Hein. On les a fait un peu graphiquement nous, surtout pour l'argument. Donc, vous essayez de refaire un petit peu, voilà. Et puis on essaiera de voir comment on fait pour déterminer le module, enfin l'argument par exemple d'un complexe, quand on n'arrive pas à visualiser graphiquement. A priori, en tout cas, 2 des 3 cas du 54, vous pourrez au moins le traiter graphiquement. Ok, on s'arrête là.